Bonjour et bienvenue à votre nouveau numéro des Santé Plus. Nous recevons aujourd'hui pour vous Monsieur Ange Mavoula. Il est coordonnateur national de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Bonjour Monsieur Ange. Bonjour Madame. Le monde entier lutte aujourd'hui pour l'atteinte des 3,90 qui sont les approches importantes dans la lutte contre le VIH-Sida, qui voudrait que tous les milliers de vies se fassent dépister et que 90% de personnes qui se sont faites dépister connaissent leur statut stérologique et que ceux qui ont connu leur statut stérologique déclaré positif directement soient émis directement, soient émis sur ARV. Et qu'enfin, les 90 autres % de ceux qui connaissent leur statut stérologique et qui sont directement mis sur le ARV aient une charge virale équitable, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus dans leur sang le virus du VIH-Sida. Est-ce que l'atteinte des 3,90 de l'ONU-Sida est une tâche aisée pour vous? Tâche aisée, oui et non. Aisée dans le sens où ça va dans notre objectif. Vous et moi, et comme tout le monde d'ailleurs, voudrait bien qu'on mette fin à l'épidémie à VIH-Sida. Mais pour en arriver, ça nécessite bien sûr un travail, ou le travail de tous, qui n'est pas aussi aisé, qui n'est pas aussi facile à faire. C'est bien le souhait, c'est vrai l'idéal de pouvoir éliminer le VIH-Sida, mais ce n'est pas très facile pour pouvoir arriver là où nous voulons arriver. Et quelles sont les actions que l'UCOP Plus prévoit pour réussir cette mission? UCOP Plus travaille essentiellement, oui, sur les 3,90 en fait, sur les premiers 90 qui concernent le dépistage. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous militons pour qu'il y ait des intrants pour pouvoir accéder aux services. Ce que nous faisons aussi sur les premiers 90, c'est la sensibilisation. Mobiliser les gens, sensibiliser les gens pour que les personnes ou toute personne séropositive qui jusque-là est ignorant arrive bien sûr à se faire dépister et connaître son état sérologique. Donc ça c'est le premier 90. Pour le deuxième 90, en dehors du plaidoyer que nous menons auprès et du gouvernement et des partenaires d'appui pour que suffisamment de médicaments soient mis à la disposition des structures de prise en charge dans le pays, ce que nous faisons aussi, c'est sensibiliser les personnes qui sont sous traitement à bien prendre leurs médicaments. Bien prendre leurs médicaments, ce qui, bien sûr, les amènerait ou nous amènerait tous à atteindre le troisième 90, qui voudrait à ce que 90% des personnes qui sont sous ARV aient une charge virale indétectable. On ne peut avoir une charge virale indétectable que si l'on prend très bien son médicament. Et parlez-nous de l'Observatoire UCOP Plus d'accès au traitement et soins de qualité de personnes vivant avec le VIH-Sida. Oui, l'Observatoire est un dispositif de veille de la société civile qui nous permet à pouvoir déceler les failles dans le système. Ce n'est pas un dispositif policier, c'est juste dans l'intention de pouvoir améliorer les services rendus. Donc, nous utilisons ce que nous appelons les enquêteurs, qui sont largués dans différentes structures de prise en charge. Et là, ils échangent avec les bénéficiaires qu'ils rencontrent sur place. Ils échangent avec les responsables des structures de prise en charge pour savoir s'il y a ou pas des ruptures dans ces structures. Et s'il y a rupture, si rupture il y a, ils nous font remonter l'information et nous, à notre tour, nous voyons qui des droits, ça peut être le médecin chef des zones, ça peut être le directeur du programme ou le coordonnateur provincial du programme, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure trouver solution, c'est-à-dire pour les cas de rupture, apporter ce qui manque. Et il nous remonte aussi des informations ayant trait à la stigmatisation et discrimination. S'ils sont stigmatisés, s'ils sont discriminés en milieu des soins, ils nous remontent l'information et nous, à notre tour, nous voyons aussi les responsables pour pouvoir pallier à ça.
D'autres informations aussi qui nous parviennent, c'est en rapport avec les frais que les patients payent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le traitement du VIH-Sida est gratuit. Donc, tout patient qui y va ou qui va dans un centre n'est pas censé payer quelque chose. Donc, si par malheur ou par mauvaise foi de certains prestataires qui demandent quelque chose de gauche à droite et que nous avons ces informations, nous intervenons pour que ça soit effectivement gratuit. Et comment faites-vous pour avoir l'information? Soit travaillez-vous avec des structures sanitaires déjà connues dans votre plan d'action? Oui, nous travaillons à Kinshasa, au Kasaï oriental et puis au Nord Kivu. Nous travaillons en collaboration, en parfaite collaboration, voulais-je dire, avec les structures de prise en charge, avec le ministère de la Santé, avec le programme de lutte contre le sida. Donc, nos enquêteurs qui sont sur terrain ont les ordres d'émission signés par les médecins chefs de zone. À tel point que dès qu'ils arrivent dans les structures, ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils ont l'autorisation de l'autorité de la zone. Donc, cette collaboration fait à ce que l'accès aux informations ou dans des structures de prise en charge par nos enquêteurs est beaucoup plus aisé. Vous avez dit que le soin est gratuit. Oui, les soins sont gratuits. Et au cas où un malade s'est retrouvé à l'hôpital et qu'on lui demandait de l'argent, il n'y a pas vos enquêteurs, comment il pourra faire maintenant? C'est vrai que les enquêteurs ne sont pas partout au même moment. Ils ne sont pas partout au même moment. Il y a des petits malins, comme je disais, des prestataires malins qui essaient de soudoyer de l'argent aux personnes qui ne sont pas informées. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous allons demander à vous, les médias, c'est votre travail aussi, de pouvoir vulgariser ou faire passer le message disant que le traitement lié au VIH-Sida est gratuit. Donc, personne n'a le droit de pouvoir demander à quelqu'un de l'argent, ni pour le dépistage, encore moins pour la prise des médicaments et pour le suivi biologique, du moins pour les structures qui sont appuyées par, subventionnées par le Fonds mondial, PEPFAR ou le gouvernement. On voit lors de la campagne contre certaines maladies ou la campagne de vaccination, il y a des prestataires ou des relais communautaires qui descendent dans la rue. Mais vous, ICOPS Plus, ne pouvez-vous pas faire cela? Envoyer de prestataires sensibiliser la population et leur informer que le traitement du VIH-Sida est gratuit? Nous le faisons, madame. Nous le faisons, madame. On ne vous sent pas sur terrain. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Maintenant que nous sommes en train de passer cette émission, lorsqu'elle sera diffusée, vous n'allez pas me dire que tout Kinshasa va suivre ça. Donc, si vous, c'est ça. Si vous ne suivez pas, ne dites pas que nous ne sommes pas présents, que nous ne faisons rien. C'est déjà aussi une forme de sensibilisation que nous faisons. Donc, nous le faisons. Et encore une fois, toute personne qui va sur le terrain n'a pas, ce n'est pas écrit sur lui ou sur son front, au dos, ICO Plus. Ça peut être toute autre personne, mais qui va au travers ICO Plus. Donc ce n'est pas avec le label ICO Plus. Pas toujours en fait. Mais nous le faisons. Nous sensibilisons tant soit peu, selon les moyens que nous avons. Je disais que nous ne pouvons pas être partout au même moment. Et voilà. Donc on a des moyens limités. Imaginez, pour l'observatoire, par exemple, nous avons 3 enquêteurs par zone de santé. Vous savez ce que ça représente une zone de santé, madame? Donc, une zone de santé, c'est parfois un village. Il y a des zones de santé de plus de 60 km, de plus de 100 km. Donc, vous n'allez pas dire que 3 enquêteurs vont couvrir toute la zone de santé. Donc, on le fait selon les moyens qui sont mis à notre disposition. Et c'est pourquoi nous sollicitons encore à vous, les hommes des médias, votre implication pour pouvoir sensibiliser davantage là où nous ne sommes pas présents pour que les gens aient la même information. Et comment l'ICOP Plus entend intégrer le 3e 90 dans la lutte contre le VIH-Sida? Le 3e 90 qui voudrait à ce que toute personne qui est sous traitement ait une charge virale indétectable. Ce que nous faisons, nous,
à notre niveau, c'est l'éducation thérapeutique. Hein. Nous éduquons les personnes vivant avec les VIH qui sont sous traitement sur la bonne prise des médicaments. Comment faut-il prendre les médicaments? Est-ce qu'il faut bien manger? Qu'est-ce qu'il faut bien manger pour que le médicament puisse bien réagir dans l'organisme? Donc tout ça concourt à ce que si vous prenez bien votre médicament, vous mangez normalement, vous vous reposez lorsqu'il le faut et le médicament réagit normalement dans votre corps. Et à ce moment-là, le virus aussi est encrusté et la santé reprend la vie normale. Et on parle aujourd'hui des ruptures de stock de ARV et autres intrants dans certains établissements de santé de la capitale et de province. Quelle est la cause de ce manque? Les causes sont multiples, madame. Il y a mauvaise planification. Je ne vais pas dire mauvaise planification. Planification sur les données que nous avons. Les données que nous avons sont les données qui datent de très longtemps. Notre pays a... le dernier recensement qui a été fait dans notre pays, je n'ai plus connaissance, ça doit être de très longtemps. Donc, nous partons sur les données du dernier recensement, qui sont des données, à mon avis, qui ne sont pas actualisées. Donc, du coup, vous avez une fausse estimation. Donc, si on part sur cette base, l'écart ou la marge d'erreur est grande pour pouvoir estimer la population et même la population vivant avec des personnes vivant avec le VIH. Donc du coup, on part sur une mauvaise base et on a des quantités qui ne correspondent pas avec la réalité. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison aussi, ce sont des moyens de communication. Ici à Kinshasa, ça va encore. Mais si vous allez au Maniema, si vous allez au Katanga, si vous allez dans d'autres coins à l'Équateur ou au Bandundu, où il faudra non seulement prendre la pirogue, mais il faut aller à pied, il faut aller sur vélo, il faut traverser de très grandes distances avec des médicaments, ce n'est pas du tout facile pour que les médicaments arrivent à la structure de prise en charge. Ça aussi, c'est un handicap. C'est ce qui fait aussi que dans d'autres coins, les médicaments manquent. Il y a aussi le problème d'insécurité. Vous n'allez pas demander aux gens d'amener les médicaments là où il y a insécurité. On va les tuer. Donc, tout ça mis ensemble fait que, oui, il y a des équilibres. On ne sait pas trouver les médicaments au même moment là où il faut que ça se trouve. Mais c'est vrai que là où ça doit aussi être, il y a des petits problèmes de rupture de stock, parce qu'en fait, je disais, normalement au niveau macro, c'est-à-dire si on voit la quantité de médicaments qu'il y a dans le pays, nous n'avons même pas raison d'avoir des ruptures de stock, parce que la quantité au niveau du pays est suffisante pour pouvoir... Et surtout que le Fonds mondial disponibilise aussi le fonds. Voilà, il y a le Fonds mondial, il y a aussi PEPFAR qui achète les médicaments. Donc, au niveau macro, je disais, c'est suffisant. Mais c'est dans la redistribution que ça pose problème. J'ai parlé d'insécurité, j'ai parlé des moyens de communication qui font à ce que les médicaments n'arrivent pas là où il faut, au moment où il faut. Merci beaucoup, M. Ange, pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.